Hier, 1er mai, le travail et les travailleurs ont été célébrés. Bonne fête de travail à toutes et à tous. Quand je dis tous, je veux bien sûr parler de ceux qui travaillent. En tout cas, je vous souhaite un plein épanouissement et je vous souhaite aussi de jouir de vos efforts voilà, dans le travail. Et puis, à ceux qui n'ont pas encore la chance d'avoir un travail, nous prions que vous ayez un travail avant, bien sûr, la fin du mois de mai et que vous puissiez pleinement en jouir et vous épanouir aussi, pourquoi pas. Merci beaucoup, merci à vous qui nous suivez, vous qui êtes à la maison, qui profitez donc de ce jour férié. Et nous sommes là, contents d'être là pour vous servir, parce que c'est midi, c'est maintenant. Ils sont mignons. Avec c'est midi, on fait le show. Avec c'est midi, n'est-ce pas? Comment tu t'appelles? Astou. Grâce. Ah d'accord. Et oui, on fait le show avec c'est midi, avec les enfants, avec les grands, avec les papas, avec les pépés, n'est-ce pas? Et bien sûr, je ne suis pas seule, vous l'avez certainement remarqué. Je ne suis pas seule parce que le charmant public de C'est Midi est là. Merci de votre présence dans ce studio. Eh bien, ils ont fait comme moi, tout simplement. Ils ont décidé, malgré le jour férié, de venir au travail. Les cadreurs sont là. Joseph Ondjou est là, la réalisatrice Deka Jeanne Failou. Tout le personnel de la RTI est là pour vous servir. Et bien sûr, Jean-Michel Honnet aussi est là. Jimmy. Et ce week-end? Ça a été un super week-end, merci à tous. Et puis, je vous souhaite une très belle fête du travail et également vie à tous vos projets. Et puis, réalisation à toutes vos ambitions. Voilà. En fait, c'est pas tant ce que tu dis qui me fait rire, mais c'est l'expression de ta mine, en fait, dans le genre, bon d'accord, je suis obligée de te... Non, du tout, c'est un plaisir, franchement. Il n'y a rien de tel que prendre du plaisir dans ce qu'on fait. C'est clair. Ça nous distingue et puis ça contamine aussi les autres. Et je veux dire que c'est ce qui nous amène à ne pas sentir, même quand on travaille, quand on aime ce qu'on fait, on le fait avec beaucoup de passion, on le fait avec beaucoup d'amour. On a même l'impression qu'on s'amuse. C'est vrai que ce n'est pas un travail, c'est un plaisir. Et puis après, ça devient une mission. Parce que tout le monde nous attend. Et vers la fin du film, ça devient un sacerdoce. Merci beaucoup. Et bien évidemment, elle aussi, elle a tenu à être là aujourd'hui. C'est Nessine Brie. Nessie! Oui. Ouais. Et bien voilà, je suis là. Il paraît qu'aujourd'hui est un jour férié, mais bon. Il paraît. Mais bon, donc je souhaite aux téléspectateurs et au public ici de faire ce qu'ils aiment. Parce que quand on fait ce qu'on aime, on ne voit pas le temps passer. On ne sent pas le travail. Voilà. Donc je vous souhaite de faire un boulot que vous adorez. Voilà. Bonne fête de travail en même temps. Merci beaucoup, Nessie. Et aujourd'hui, on parlera de quoi dans ta chronique? Aujourd'hui, on parlera du sel. Voilà, du sel, mais pas n'importe quel sel, pas le sel qu'on trouve sur le marché, non, un autre sel qui a beaucoup de vertus et on aura l'occasion de découvrir cela dans ma chronique. Voilà, tout à l'heure. Oui, Mylène Kenny. C'est ton tour. Je veux dire, bonne ça fête va, du tu travail. t'es reposé hier? On dirait. Est-ce que... Je ne me rappelle pas, mais on dirait que je me suis... Oui. Donc, on va souhaiter une bonne fête de travail encore à tout le monde. Et puis, ils l'ont dit, la répétition est cette pédagogique. Mais quand tu aimes quelque chose, généralement, tu ne sens pas que tu es en train de fournir des efforts. Parce que tu aimes ce que tu es en train de faire. Et bien, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde.
Et avec moi, on va parler d'une certaine tendance sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Est-ce que je peux en Méliane. Oui, vas-y. Si tu n'es pas dérangé par notre invité. Aucunement. Moi, je vous parle aujourd'hui de l'exposition Lumière d'Afrique qui réunit les œuvres de 54 grands artistes africains à la Fondation Don Wayi. C'est une grande première continentale. Autre bonne nouvelle, l'art africain qui s'installe dans la plus grande foire culturelle à New York aux États-Unis et Abidjan qui organise bientôt un grand salon de la photographie africaine. Merci beaucoup Jean-Michel. Et parlant de culture, il faut dire que hier, on a assisté au One Man Show de Joël. C'était un spectacle très enlevé. Encore une fois, chapeau, félicitations à l'humoriste Joël, qu'on peut applaudir. Ça a été un véritable délice. Une valeur sûre de l'humour en Côte d'Ivoire. Vraiment, chapeau. Chapeau. Parlant d'humoriste, pourquoi Philo n'est pas là aujourd'hui, à votre avis? Il est resté avec Joël. Est-ce qu'on peut me répondre? Qui sait pourquoi Philo n'est pas là aujourd'hui? Oui? Parce que c'est la fête du travail. Oh, tais-toi! Et que lui aussi il travaille. Je travaille où? C'est bon, c'est bon. Tu oses répondre à ma place? Tu m'as donné un travail, tu dis faire du travail? Voilà, je suis un grand chômeur, je suis fier d'être chômeur. Voilà. Merci. Le chômage de mes générations, consolamment Côte d'Ivoire. Bon, ça là c'est pour goudron. Ça c'est pour escalier. Voilà, grand chômeur et Beaucoup de chaussures. beaucoup de chaussures et puis beaucoup de chapeaux, tout ça là. Même moi, j'ai pas besoin de suffire. Ça dit tout ce que tu fais, tout ce que tu es, il faut te fier de ça. Pourquoi le chapeau? Hein? Pourquoi le chapeau? Non, Pourquoi je change le soleil, température, voilà, ça, 25 degrés, tout ça là, ça y est ici. Et j'ai pas besoin. Voilà. Non, ça ce sont mes avocats, mes deux. Moi, ils chôment, mais il y a 2 avocats pour me défendre. Je n'ai pas besoin de trucs. Les avocats sont là pour me défendre. Mais Dieu merci, c'était la fête du travail hier. Si on dit le travail ne donne pas l'argent, ça préserve la dignité. Chômage aussi là, si tu es digne, tu gagnes ta vie dans le chômage. Je suis fier d'être chômeur. Je voudrais, puisque j'ai eu un petit bout, c'est chaque fois c'est ici ma soeur. D'accord. Je vais remercier rapidement, je vais faire un discours pour remercier ceux qui m'ont permis d'être là. Alors, cher public de ce midi, chère population, chers téléspectateurs, chers spectateurs, chers collègues chroniqueurs, chroniqueuses, chères présentatrices, chers laonières, parce qu'il y a des gens en haut, je voudrais Il est dingue. pour vous dire merci, merci, car c'est grâce à vous que j'ai acquis ce poste. Hey. Pourquoi tu fais ça? C'est grâce à vous que j'ai acquis ce poste. À qui, Philo? À qui? Vous me demandez à qui? Mais bien sûr à vous et moi. Merci beaucoup. Docteur Philo, eh bien, le vendredi dernier, nous recevions une légende, un monument de la culture de la danse, plus précisément, parce que le vendredi dernier, c'était la fête de la danse et Georges Monboy était sur ce plateau. Voici le bonus pour vous. Et voilà, c'est tout ceci ce midi et c'était formidable dans ce studio.
On a souvent l'impression ici en Afrique que les Africains accordent plus d'importance à leur mort qu'aux malades de leur société. Ça, ne me demandez pas pourquoi, je ne saurais trouver la réponse. Et ce qui n'est pas du tout intéressant, c'est que les funérailles sont devenues comme des lieux de conflit, des lieux privilégiés de règlement de comptes, et ceci, on l'attribue très souvent à la tradition. Je suis encore traumatisée par le poids de la tradition lors des funérailles de mon père. C'est donc le thème retenu pour ce jour. On retrouve tout de suite Dr Philo pour son analyse. Traumatisé. Mais en même temps, puisque c'est le temps de ma chronique, je voudrais, comme il y a beaucoup d'enfants dans ce studio, au fait, on ne dit pas j'ai acquéri, on dit j'ai acquis. Voilà, c'est une blague. Voilà. N'allez pas écrire ça suffit, sinon vous allez avoir deux. Vous avez compris? Voilà, en fait, c'est une blague. En fait, c'est un député qui a été élu à la magistrature législative de sa région. Donc, il partait remercier son électorat. Ça s'est vraiment passé? Non, ça s'est vraiment passé. C'était à l'époque. C'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est un député et il allait remercier son électorat après son élection. Il est monté sur le podium géant. Avec la foule, il y avait même le président de l'Assemblée nationale était là. Il a pris sa feuille, il dit oui. Et je vous remercie. C'était en quelle année? Dans les années 60. Dans les années 60. Il dit c'est grâce à vous que j'ai acquéri ce poste. Mais là, le public ne voulant pas humilier son député, il a profité pour le contredire. Acquis, c'est le verbe acquérir. Acquis. Donc il n'a rien compris. Il dit bien sûr, à vous et moi. Donc, ça, c'est ce qui est arrivé. Il était tellement sûr de sa chose. Voilà. Et ça continue encore, même les discours, ça continue. Je voudrais encore vous retirer mes salutations. Réitérer. Ça c'était hier, hein? Non, moi je n'en sais rien. La chronique c'est quoi, le thème? Je suis encore traumatisée par le poids de la tradition lors des funérailles de mon père. Je n'ai rien contre la tradition, mais il faut savoir faire la différence entre tradition et traduction. Parce que la traduction, c'est dicter la tradition dans le temps à la jeune génération. Et je suis... oui, c'est la tradition. Mais je voudrais... Comme je l'ai dit, je ne suis pas contre la tradition. Professeur. Je ne suis pas contre la tradition, mais on peut appliquer la... Nous sommes en Afrique. On peut appliquer la tradition, mais il faut l'adapter à nos réalités. Et puis, les enfants, il faut expliquer, il faut communiquer avec la jeune génération. Quand on veut affliger les règles de la tradition à la jeune génération, il faut lui expliquer. Ah, voilà ça, tes parents faisaient ça, tes ancêtres faisaient ça, voilà ça, si tu fais ça, voilà. Mais si tu ne lui expliques pas, tu viens, tu lui affliges ça, il va... Infliger ou affliger? Infliger, je vous en prie. Attention, avec double cravate, vous osez... Franchement, je l'ai bien remarqué. Je vous en prie. Je comptais te poser des questions à ce sujet. Donc, vous voyez un peu, Caroline, que des gens, imaginez sur l'instant qu'une femme qui a pris plus de 30 ans en train d'entretenir ses cheveux. C'est des millions qu'elle a dépensés. Et parce qu'elle a perdu son mari ou son père, on prend quelqu'un qui a dépensé millions aussi cheveux. On prend l'âme de 25 francs pour gâter tout million là, sur sa tête. Pour raser. Souvent, on n'achète pas l'âme. On dit, il faut regarder en bas de lui, la vieille lame là-bas. On rase sa tête. Ça traumatise. Si tu ne lui expliques pas, en pays mauvais, par exemple, quand la femme perd son mari et qu'elle ne respectait pas son mari, on amène la femme à pleurer chaque jour son mari. Elle est dans la maison, on dit chaque jour pleure ton mari, chaque jour pleure, les lames finissent. Et les lames finissent. Donc je n'ai rien contre la tradition, il faut respecter la tradition pourvu, mais il faut communiquer avec la jeune génération, c'est très important. Merci beaucoup. Docteur Philo, avez-vous déjà vécu des funérailles traumatisants? C'est la question du micro-studio. Voilà, micro-studio. On y va avec Kwasi Aou Grace. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Brasso, ça va? Est-ce que vous avez déjà vécu des funérailles traumatisantes? Oui, justement, j'ai déjà vécu des funérailles traumatisantes. En effet, c'était aux funérailles de ma grand-mère. D'accord. Justement, lors de son enterrement, ses enfants, c'est-à-dire mes parents, ont voulu l'enterrer où elle a vécu avec son mari, c'est-à-dire à Abidjan. Mais malheureusement, les parents, c'est-à-dire nos grands-parents, d'autres parents du village, ont dit non, ce n'était pas possible. Elle est née ici et il faut l'enterrer au village. Et pour ne pas subir les affres, je dirais peut-être mystiques et autres, on a finalement décidé, nos parents ont finalement décidé de l'enterrer au village. Je crois que, franchement, ça n'a pas été facile. Et ça vous a vraiment choqué? Ça m'a choqué, parce que c'était la volonté de ma grand-mère d'être enterrée où elle a vécu avec son mari. Et sa volonté n'a pas été respectée. Et franchement, mon père, personnellement, il n'a pas digéré en tant que tel. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Merci pour votre contribution. Yapi Guy Martial.
Il y a Piggy Martial. Je vous file mon micro, je file. Oui. Bonjour à ce midi. Bonjour à vous. Guy Yapi Martial, je suis archiviste. Oui. Effectivement, j'ai déjà vécu des funérailles un peu traumatisantes. Lors des funérailles de ma mère, lorsque j'ai vu le corps de ma mère, puisque une mère, tu as fait 20 ans sans la voir, tu la retrouves un mois après décès, c'est choquant. Lorsque j'ai vu le corps de ma mère, vraiment, je suis tombé dans une crise. Et elle a sa petite soeur à elle qui est tombée intense. Et elle a commencé à me faire certaines révélations sur sa famille. C'était comme si c'était ma mère qui s'exprimait au travers de sa petite soeur. Et j'ai vraiment découvert certains secrets qui m'ont vraiment choqué le moral jusqu'à aujourd'hui. Vous y croyez? Bon, avant qu'elle ne meure, elle m'en avait parlé, bon, moi, je n'ai pas cru. C'est le jour des funérailles encore, j'en ai entendu les mêmes choses. Bon, comme je suis un croyant, j'ai fait fi de ça et je vois ses frères et ses soeurs comme maison, comme mes tantes. Et puis bon, avec la foi, je crois que j'arriverai à surmonter tout ce qui sera plan d'ennemi contre ma vie. Mais aujourd'hui, comment vous vous sentez? Bon, je me sens bien, mais à chaque Ça fois va. quand il y a la fête des mères, ça me fait beaucoup pleurer. Oh là là. Oui. Vraiment beaucoup de courage à vous, hein, Ok. beaucoup de courage à toutes les personnes qui Merci. sont passées par là. Et merci pour votre contribution. Alors, nous allons tout de suite recevoir notre invité du jour. Laissez-moi d'abord vous rappeler le thème. Je suis encore traumatisée par le poids de la tradition lors des funérailles de mon père. Notre invitée est planificatrice et organisatrice d'événements. Je vous demande de recevoir Eva Godot. Madame Eva Godot, qui nous rejoint donc sur ce plateau. Bonjour et installez-vous. Merci beaucoup, public. Madame Eva Godot, bienvenue. Bienvenue à ces midis, bienvenue en famille, parce qu'ici nous sommes comme une famille. Voilà. Alors, tout de suite, je vous ramène à la date du 12 décembre 2015, une date qui restera à jamais gravée dans votre mémoire, parce que vous avez vécu des choses inimaginables. Le 12 décembre 2015, ce sont des souvenirs un peu douloureux. Je comprends. C'est le jour où papa décède. Monsieur Légré Dominique, il décède parce qu'il a fait deux semaines de maladie. Et là, le vendredi, il pique une crise à la maison. Et je me dépêche d'arriver en famille. Je le conduis à l'hôpital avec ma mère. Une crise de quoi? Papa a fait une maladie. Il était d'abord souffrant? Oui, souffrant, mais il ne faisait pratiquement pas la maladie. Il avait été diagnostiqué comme faisant cancer de la prostate. D'accord. C'était en phase début. Donc, il n'a même pas été opéré comme d'autres malades qui font le cancer de la prostate. Et ce qui est impressionnant dans cette histoire, c'est qu'avant qu'il ne tombe malade, il fait un rêve. Oui, papa fait un rêve où dans le rêve, il se réveille en plein milieu de la nuit et il dit à sa femme que je vois un attroupement de personnes qui viennent à ma rencontre, qui font des choses vraiment, et j'ai peur. Et j'ai peur. Et ma mère lui dit, bon, écoute, on va prier, calme-toi, ça va aller. Elle prie, mais elle-même dans son fort intérieur, elle ne trouvait pas serein. Parce que c'était la première fois qu'elle le voyait avoir peur. Pour quelqu'un qui est vraiment... Qui était fort, qui avait du caractère. Et là, matin, tout le monde se réveille à la maison. Et papa fonce dans les toilettes. Et quand il urine du sang. Il urine du sang. Il revient, il informe sa femme. Quand j'urine, c'est du sang carrément qui sort. Et elle dit, OK. Elle prend son mal en patience pour voir réellement. Elle envoie un seau, les seaux de 300, les tout petits seaux. Et dans la chambre, l'envie d'uriner encore le prend. Et quand il urine, c'est à moitié plein. C'est à moitié plein. Blague. Et c'est très vif, comme si on avait égorgé un animal. C'est très vif. Et elle est choquée. Elle appelle tout le monde, dit ah, vraiment voici ce qui s'est passé ce matin. Et je suis sous le choc, j'ai peur. Donc on accourt tous, parce que nous sommes des filles, nous ne vivons pas avec papa. Nous avons chacune un domicile, nous sommes chez nous. Et nous tous, nous sommes là, on arrive.
on voit papa un peu, si je peux dire, il a peur. Mais quand même, il reste fort. C'est-à-dire, quand tu le regardes, il sourit, il te dit, OK, bon, sors, un peu, je vais me reposer. Mais vous qui le connaissez, vous savez plus si pas son état habituel. Pas du tout. Pas du tout. C'est carrément une autre personne. Et là, on fait une toute petite prière, mais on le prend, on va directement en clinique. Et on arrive en clinique. En fait, le jour où il a commencé à uriner le sang, c'est 2 semaines seulement. 2 semaines seulement, il a perdu carrément son poids normal. Pour quelqu'un qui est grand, gros, en forme, en chair. Et on arrive en clinique, on lui fait les différents tests avant de pouvoir récupérer un malade, tous les tests. Et le médecin qui nous a accueillis, choqué même qu'il ait dit, mais c'est pas possible, il a 3 grammes, il n'a même plus de sang. Donc comment il a pu faire pour tenir jusqu'à ce moment-là, pour arriver jusqu'ici, il ne comprend pas. Et il nous prend de côté, il nous dit franchement, rentrez en prière, parce que c'est un peu bizarre. En tant que médecin, je ne sais pas comment l'expliquer. Donc on est vraiment obligé de le dire parce que finalement, il ne va pas survivre. Pas du tout. Il ne va pas survivre. Il décède le samedi 12 à 3h30. Et bizarrement, c'est à cette même heure que papa est né aussi. Il est né à 3h30. 3h30. Il décède à 3h30. Et le vendredi, j'arrive en famille, je prends papa et je fonce tout droit à l'hôpital. La dépouille mortelle, vous voulez dire. Voilà. Voilà. Et on arrive, on fait tout ce qu'il y a à faire et tout. Un peu choqué aussi de voir le corps sans vie, froid, raide de papa comme ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais j'ai pris mon courage à 2 mains. Étant avec ma mère, je ne pouvais pas m'effondrer parce qu'il fallait quelqu'un aussi pour la relever. C'est clair. Voilà, elle venait de perdre son mari. Et j'étais avec ma grande soeur, mon aînée, que je salue au passage. J'étais avec mon beau. Et nous étions 4 mots à côté de papa quand il est décédé. Donc c'est vraiment vous qui étiez là, c'est-à-dire ses filles, son neveu, votre frère, parce que c'est lui qui l'a élevé, votre maman, il n'y avait personne d'autre? Personne de la famille. Après, on a annoncé que papa est décédé, je suis arrivée à la maison. Et dans la nuit où papa rendait l'âme, quand il est mort, mes soeurs m'appelaient à partir de 3h30. Est-ce que ça va? Je ne pouvais pas dire que papa était décédé. Je dis, il dort. Ça va. À d'autres, je disais que bon, il fait un coma profond, ça va. J'ai géré la situation jusqu'à 4h du matin. Et j'ai foncé tout droit à la maison, tout le monde était en pleurs. J'ai foncé tout droit dans la chambre de papa, j'ai rangé tout ce qu'il avait d'important. Quand j'ai fini de tout ranger, je suis allée informer mes grandes sœurs. Je suis allée chez ma grande sœur que je suis directement. Pour lui dire que papa est décédé et tout. Elle me regardait tout agace. Elle me dit, mais toi, tu es un peu trop forte. Tu n'as pas dit à papa est décédé et tu as tout. Je t'appelais la nuit et tu me dis non qu'il dort. Et je lui dis, mais tu veux que je te dise quoi? Je ne pouvais pas t'annoncer au téléphone. Alors, oui, je suppose que ça a été une situation très difficile pour vous, une situation déjà traumatisante, la mort d'un père. Et là, on en arrive aux funérailles. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que on va essayer quand même d'en mettre, sinon de passer certains détails. Vous êtes en contact désormais avec la famille au village. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Concrètement, on annonce que papa est décédé et tout le monde accourt. Les premiers jours, c'est encore tout frais. Donc, tout le monde vient prendre les nouvelles. Et la famille proche, le grand frère de papa, les frères, les sœurs de papa arrivent. Et on a notre frère aussi, notre grand frère, Emmanuel, que je salue au passage parce qu'il a été fort. Il s'est mis au devant pour nous. Il a donné sa poitrine pour nous. Et on l'informe et directement il prend le cas parce que lui, il vit à Gagnois et il arrive. Et il nous demande, bon, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, bon, on respecte la volonté de papa. Papa a voulu qu'on l'enterre à Abidjan. Et papa a vraiment toujours dit, depuis tout le temps, que si je décède, Eva, si j'arrivais à mourir, je ne veux pas durer. Je veux rester auprès de mes filles et de mes petits-enfants. Mais il n'a pas mis ça par écrit. C'est de manière verbale.
Donc, lors des funérailles... C'était tout de même sa volonté. C'est ça. On le dit aux parents, voici ce que papa a décidé. Ils disent pas question. On va avec le corps au village. C'est notre corps. On le prend, on s'en va avec lui. Et notre frère dit, mais c'est pas normal. On respecte la volonté de papa. C'est sa femme qui a le droit de décider où est-ce que son mari doit être enterré. La famille dit, d'autres membres de la famille ne font rien avec le mariage. Et c'est leur frère. Ils vont prendre le corps coude que coude pour partir. Et là, moi, j'ai été toujours avec papa, et même pendant sa maladie, je suis un peu choquée. Je me dis, mais quand il était malade, la famille était où? Un homme de 66 ans qui décède dans la main de sa fille. Et on fait tous les papiers administratifs et il n'y a personne. Et maintenant, lorsqu'il s'agit d'enterrer papa, là, ça devient des disputes, des palabres de famille. Et justement, pendant l'organisation de ces obsèques-là, qu'est-ce qui est imposé à sa famille, à vous, ses enfants et sa femme, dites-nous? Pendant les obsèques de papa, on nous dit que la veuve doit donner une caution. Elle doit payer la caution de son... La veuve, c'est-à-dire ma mère. Qui a perdu son mari, doit donner une caution. Doit payer une caution de veuvage. Qui s'élève à combien? 300 000. 300 000, il y a d'autres 400, 500, ça dépend de leur humeur, si je peux dire ainsi. Mais précisément pour votre mère, ça s'est levé à 300 000. 300 000. Et vous, les filles? On nous disait qu'on devait payer des arriérés. Si on devait aller enterrer papa au village, on devait payer des arriérés. Et on entendrait comme ça, on pouvait nous fixer 300, 500, 800. 800, 300, 500. C'était sur la base de quoi, en fait? Je ne sais pas vraiment c'était sur la base de quoi. Peut-être ils ont vu que papa... Du statut social de chacune d'entre vous? Du statut social, puis parce que papa a tous eu des filles, tous sont mariés, chacune est chez elle. Donc, ils font un peu, ils se disent que... Vous avez de l'argent. Voilà. Oui, Philo. Parlant de caution, de veuvage et autres, tout ça, c'est vrai que vous avez été la cheville, bon, je ne dirais pas ouvrière, c'est un cas de décès, la cheville mortuaire de cette situation. Quels étaient vos rapports avant le décès de papa avec les villageois? Est-ce que vous partiez au village de temps en temps? Parce qu'on parle de caution et autres, ça veut dire qu'il y a quelque chose à payer, quelque chose que vous deviez payer à l'époque que vous n'avez pas payé maintenant, qu'il y a une situation qui est là, donc on vous impose cela. Quelles étaient vos relations avec les villageois? On avait de très bons rapports. Vous partiez au village chaque fois? On partait au village, mes soeurs vont au village. Mon père, même pratiquement, quand quelqu'un arrive à décéder dans la famille, nous acquittons de nos cotisations. Voilà. Les liens étaient, il n'y avait pas d'histoire entre nous avec la famille, même avec les villageois. Pas du tout. Mais est-ce que vous vous êtes senti, je veux dire, au-delà des cautions, bon, nous on ne va pas juger, hein, parce que s'ils estiment que c'est leur tradition, s'ils estiment que c'est normal, c'est l'argent que vous devez donner pour les obsèques de votre père, bon, ça c'est peut-être leur droit. Mais je dirais, est-ce que vous vous êtes vraiment senti soutenu par eux? Pas du tout. Pas du tout. C'était plutôt quoi l'ambiance? Aucun soutien, c'était des conflits. Des conflits de manière verbale, par les gestes, par les actes, les paroles, le regard. Aucune compassion pour les orphelins, la veuve. Et parmi les mots méchants que vous entendiez, qu'est-ce que vous avez retenu et qu'est-ce qui vous aura marqué jusqu'à présent? Ce qui m'a le plus marqué, c'est lorsqu'on me dit comme ça, votre père aimait dire la vérité. Et maintenant, aujourd'hui, c'est à votre tour. Qui se réveille maintenant pour dire la vérité? Qui se réveille maintenant pour dire la vérité? Il n'aimait pas qu'on opprime la veuve et l'orphelin. Maintenant, aujourd'hui, voilà, ses filles sont orphelines. Donc, chacune aura pour son compte. Voilà. Votre père aimait dire la vérité et tout. Et maintenant, qui s'élève pour dire la vérité? Et il y a certaines traditions, je veux dire, en dehors même de tout ce qu'on peut demander comme caution, il y a des maltraitances physiques. Je crois que vous êtes bêtée, c'est bien cela. Ouais, c'est bien cela. Votre maman, en dehors de cela, de la caution qu'on lui a demandée, qu'est-ce qu'elle a vécu? Qu'est-ce qu'on lui a imposé d'autre? On a imposé à un moment, la veuve ne doit pas rester, c'est-à-dire elle ne doit pas être assise. Elle vient de perdre son mari et elle doit préparer. Elle doit recevoir la famille. Et là, où est-ce qu'elle trouve la force pour cela, franchement? Dieu autocontrôle. Franchement, comme moi-même je la regardais, j'étais un peu choquée. J'étais un peu choquée. Je me demandais comment elle faisait. Les regards, les paroles.
elle doit préparer, elle qui vient de perdre son mari, elle doit préparer des marmites pour tout le village, pour toutes ces personnes qui se déplacent, qui sont là. Et je lui dis, mais on avait fait une décoration mortuaire à la maison, au salon, papa, et on avait dressé une natte pour la veuve. Je lui disais, mais tu peux te reposer, assieds-toi un peu. Elle dit, non, je ne peux pas. Les soeurs de ton papa sont là. Si je m'assois, c'est comme c'est pas bien. Chez nous, il faut se lever pour... Oui, mais votre mère est de la même région que votre père? Oui, elle est de la même région. Elle est bêtée aussi. Et il y a même des régions aussi où on va jusqu'à mettre la femme nue et à lui verser de l'eau très tôt à 5 h du matin, 4 h du matin, de l'eau. Tu as tué ton mari, tout ça. Voilà. On l'accuse d'avoir tué son mari. Oui, Méliane, des réactions. On a Marco Chic qui dit « Hé, Yako, à toi. Prends la vie du bon côté. C'est vrai, c'est pas facile, mais Dieu au contrôle. » On a Jea Nelly qui dit « Ça me tonne que cela existe encore. Du courage, ça ira. Mais dis-moi, si tu étais contre cette tradition, qu'est-ce qui allait t'arriver ?» Et enfin, on a Zanapé Théophile qui dit « J'ai une question. Qu'est-ce que vous cherchez à démontrer après votre passage? Qu'est-ce que vous voulez changer en fait? » En fait, ce que je voudrais changer, c'est-à-dire lors des moments douloureux, lorsque une famille arrive à perdre un être cher, que ce soit une mère ou un père, les enfants, la femme ont besoin de plus de compassion, ont besoin d'un encadrement, d'un amour sincère. Il ne faudrait pas encore venir oppresser, opprimer, attrister, mettre des incompréhensions dans la famille parce qu'ils passent à une phase très difficile. Donc, ce que je voudrais laisser à ces midis, c'est qu'on puisse prendre aussi les paroles d'un défunt, même quand ce n'est pas écrit. C'est clair. Les paroles d'un défunt. Finalement, il a été enterré où? À Abidjan ou au village? Il a été enterré à Abidjan. Enterré à Abidjan. Et avant de vous laisser partir, je veux dire, votre traumatisme, comment est-ce qu'il s'est manifesté? Il s'est manifesté, je n'arrivais pas à dormir, je ne pouvais pas manger. Je faisais 92 kilos, c'est-à-dire j'ai perdu 15 kilos. Ah, vous voulez grossir? Pas du tout. Non, pour dire à quel point elle a souffert de cette situation. J'ai perdu 15 kilos. Ce n'était plus moi. C'était plus la même manière de parler, la même manière de rire, la même manière de regarder. J'étais un peu fade, tout était vide autour de moi. Comme si j'étais dans un univers second quoi. Et aujourd'hui, ça va? Vous avez réussi quand même à oublier toute cette souffrance? Apparemment, non, quand je vois ces larmes qui coulent de vos yeux. C'est encore difficile. C'est encore difficile parce qu'aussi il y a l'attachement avec papa. Il y a l'attachement avec papa et puis j'étais tout le temps avec lui. Et puis aussi, j'ai eu beaucoup de soutien de ma communauté chrétienne, catholique. Je salue au passage le modérateur syriaque de la foi, et puis la bergère de la résurrection, et tous les prêtres, tous ces amis qui nous ont soutenus, qui nous ont suivis. Chacune de mes soeurs, chacune a eu un traumatisme, parce que chacune a eu un traumatisme. En tout cas, nous, on vous souhaite beaucoup de courage. On espère bien que votre passage sur ce plateau changera beaucoup de choses dans les habitudes des uns et des autres. Parce que quand on perd un être cher, comme vous l'avez dit, on a besoin de soutien, on a besoin de réconfort, pas d'être maltraité au nom de la tradition. Il faut qu'on puisse aussi revoir nos traditions. Merci infiniment, Madame Eva Dodo, d'être venue partager votre témoignage. C'est le temps de la pub. On se retrouve tout de suite.